Bonsoir à tous pour cette soirée de notre plateforme virtuelle culturelle Aînée. Et aujourd'hui, nous avons le grand honneur de recevoir Anne Dugin, qui est la rédactrice en chef de la revue Esprit. Alors, la revue Esprit elle s'appelle une revue d'idées. Donc, nous voudrions comprendre un petit peu aujourd'hui avec Anne ce que signifie aujourd'hui encore risquer des idées. On pourrait peut-être penser que les idéologies, les idées, c'est quelque chose du passé. Alors, on voudrait comprendre un petit peu ce que c'est que faire une revue aujourd'hui et de vouloir transmettre quelque chose qui tient à cœur. Alors, Anne Dugin est spécialisée dans les sciences politiques. Elle a travaillé comme chercheuse au Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie. Et puis ensuite, vous vous êtes tournée vers le journalisme d'idées, justement. Et vous avez collaboré, entre autres, au supplément Idées du Monde. Et vous êtes également poète. Voilà, j'espère que vous ne reniez rien de toutes ces qualités passées. Rien du tout. C'est très bien. Et présente peut-être pour beaucoup d'entre elles en tout cas. Alors, pour commencer un petit peu, on voudrait, à mon avis, il vaut mieux comprendre un petit peu ce que c'est que la revue Esprit, comment elle est née. Elle est née en 1932 sous l'impulsion d'Emmanuel Mounier. Et elle est née alors que l'on observe dans le monde la montée des idéologies, on va dire. Le communisme s'est déjà affermi en Union soviétique et commence à s'étendre dans les blocs de l'Est. Et c'est la montée du nazi, exactement. Alors, je voudrais que vous nous expliquiez pourquoi elle est née et que désiraient montrer les pères fondateurs, que désiraient-ils communiquer. Merci pour cette introduction et bonsoir à tous. Alors oui, la revue Esprit naît en 1932 autour d'une personnalité centrale et qui est la personnalité qui restera la plus connue parmi les fondateurs d'Esprit, qui est le philosophe Emmanuel Mounier. Alors il n'est pas seul, néanmoins, il a autour de lui un petit groupe de jeunes gens et de camarades, mais c'est lui effectivement, c'est lui l'âme, c'est lui le véritable fondateur de la revue. Alors, Emmanuel Mounier et ses camarades font la revue donc en 1932, mais les années qui précèdent sont très importantes pour comprendre un peu le contexte dans lequel ils se situent et le projet qu'ils ont à ce moment-là. Et donc, en fait, les débats qui président à la Fondation d'Esprit ont lieu essentiellement dans la deuxième partie des années 20. Et on peut dire que Emmanuel Mounier et ses camarades sont un groupe de jeunes gens qui ont une vingtaine d'années en 1925. Et donc, avoir 20 ans en 1925, c'est compliqué à plusieurs titres. La société française a été très bouleversée par la Première Guerre mondiale. C'est une société dont l'historien Michel Vinocq, qui a beaucoup travaillé sur Esprit, dit que c'est une génération, cette génération-là, la génération de Mounier et ses camarades, a grandi sans père. Parce qu'en fait, la génération des hommes qui auraient dû avoir 40 à 50 ans à ce moment-là a été décimée par la Première Guerre mondiale. Et sont au pouvoir des gens qui ont l'âge de leur grand-père, en fait, qui ont plutôt 70 ans. Donc c'est tout ce contexte d'une Troisième République qu'ils jugent bourgeoise et vieillissante, dans laquelle ils s'inscrivent. Et cette société française, bouleversée par la guerre, sera entre autres bouleversée par un autre événement majeur qui est la crise économique de 1929. Le krach boursier qu'on connaît tous avec les conséquences économiques et sociales dramatiques qu'il aura, y compris en Europe, même si la déflagration vient un peu plus tard. Et pour eux, c'est un signe très clair qu'ils vivent une crise de civilisation, que cette société capitaliste bourgeoise est en train de s'effondrer, va s'effondrer. Et donc, ils font le diagnostic d'une véritable crise morale et civilisationnelle. C'est vraiment à ce niveau qu'ils se placent. Ils ne réfléchissent pas encore en termes d'engagement politique. Pour eux, le sujet est un cran au-dessus. C'est vraiment de l'ordre de la crise de civilisation morale et spirituelle. Et puis, vous l'avez rappelé, au début des années 30, s'accélère la montée des idéologies totalitaires. Donc, le marxisme et l'idéologie totalitaire qui le fondera, et puis le fascisme. Et on peut dire qu'en 1932, au moment où tous ces jeunes gens fondent Esprit, c'est vraiment
ils s'inscrivent dans ce qu'on pourrait appeler un double refus, ils le disent comme tel. Refus de la civilisation capitaliste, libérale, bourgeoise, encore une fois solo, en train de s'effondrer d'une part. Refus de l'enrôlement des masses dans les idéologies totalitaires de l'autre. Et c'est vraiment ce geste-là, ce double refus, ce qu'ils appelleront d'ailleurs dans plusieurs textes une révolution négative, le désir de dire non à un ordre des choses, à une structuration du débat intellectuel et idéologique du moment, qui les obligerait à choisir entre le libéralisme d'une part et les idéologies totalitaires d'autre part. Ils refusent l'un et l'autre, et c'est pour cela qu'ils fondent une revue avec le désir d'y mener, d'en faire un lieu d'une révolution spirituelle et morale qu'ils appellent de leur vœu. On peut dire que c'est ça qui préside à la fondation d'Esprit. Et parce que je trouve ça intéressant, il y a une expression qui revient tout le temps sous leur plume dans les premières années de la revue, c'est rompre avec le désordre établi. Et c'est vraiment dans cet état d'esprit que ces jeunes gens se situent à ce moment-là. Donc en 1932, mais en tant que les années qui précèdent ont été très importantes pour comprendre leur évolution intellectuelle et spirituelle. Voilà. Vous avez dit une chose qui m'a beaucoup frappé. Vous avez dit que c'était un groupe de jeunes. Moi, j'ai en tête une personne, un prêtre italien qui disait au fondateur d'une œuvre, aussi d'une revue, entre autres, qui lui disait « Avant tout, tu dois créer une communauté. Et seulement de la communauté pourra naître quelque chose. » Alors, je voudrais comprendre, c'était quoi ce groupe de jeunes? Quel était le rapport qu'ils avaient entre eux? Et qui sont-ils? Parce qu'on connaît Emmanuel Mounier, effectivement, et pour moi, c'est tout à peu près. Alors voilà, donc je pense qu'il y a peu de chances que vous connaissiez les autres. Les plus importants sont Georges Izard, André Deléage, Louis-Émile Gallet, on va dire ça, c'est vraiment la bande des quatre qui a été au départ du projet. Et alors, vous avez dit plusieurs choses intéressantes. Vous avez prononcé le mot communauté. Quelque chose que je n'ai pas dit et que j'aurais sans doute dû dire, c'est que donc, ce double refus dont je parlais tout à l'heure a été le creuset de ce qui rendra Emmanuel Mounier célèbre, à savoir le personnalisme et le personnalisme communautaire. Donc ce double refus de l'idéologie libérale individualiste d'une part et de l'enrôlement des masses dans l'idéologie totalitaire d'autre part, le conduit, lui, centralement, même s'il ne le formulera très précisément que plus tard, vers 1934, à formuler cette notion de personnalisme communautaire où à l'individu, qui est selon lui et selon eux à l'origine au socle finalement de cette idéologie libérale utilitariste qu'ils dénoncent, ils préfèrent la notion de personne. Les sociétés ne sont pas composées d'individus, elles sont composées de personnes. Et ces personnes sont inscrites, vivent en lien avec d'autres dans des communautés, qui sont des lieux de vie à différentes échelles de la société. Et ces communautés s'opposent aux masses indistinctes sur lesquelles s'érigeront les idéologies totalitaires. Donc ce point-là est très important. Par ailleurs, dans les débuts de l'histoire d'Esprit, il y a tout un débat qui dure plusieurs années pour savoir si Esprit est un mouvement d'abord ou une revue. Et la question de savoir, sommes-nous un mouvement ou sommes-nous une revue, les travaille pendant un certain nombre d'années avant que la question ne se résolve d'elle-même et Esprit deviendra une revue. Alors, au départ, ce mouvement, ces jeunes gens se définissent comme des révolutionnaires. Hein. C'est très important à leurs yeux. Ils veulent faire une révolution. Elle n'est pas politique, elle est morale et spirituelle, mais c'est néanmoins une révolution. Et donc, spontanément, cette révolution doit prendre la forme d'un mouvement. Un mouvement qui aurait peut-être vocation à être le lieu d'une action politique, même si au départ, ils ne le pensent pas comme ça. Et ce mouvement s'appelle la troisième force. Et Esprit, il y a tout un débat pour savoir ce qu'est Esprit par rapport à la troisième force. Si Esprit est au-dessus, en dessous, une espèce d'organe dans lequel s'expriment les points de vue de la troisième force ou au contraire quelque chose de tout à fait autonome. Et Emmanuel Mounier s'opposera pas mal à un certain nombre de ses petits camarades pour dire que non, il faut que la revue prime et que la revue est le lieu de la réflexion intellectuelle, spirituelle et morale dont la refondation a besoin et qu'il ne faut en aucun cas se laisser happer par une action qui risquerait trop vite de devenir politique et donc de priver
l'ambition de ces jeunes gens de la rénovation intellectuelle et spirituelle dont ils estiment avoir besoin. Alors, la troisième force, ces esprits vont se séparer. Ça se fait assez vite dans le courant des... Enfin, je pense qu'au mi-temps des années 30, c'est fait. En revanche, Esprit va rester un mouvement au sens où il y a des groupes esprits dans différentes villes dans toute la France qui se montent. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un groupe esprit? C'est un groupe de gens, d'hommes et de femmes, qui décident de se réunir pour discuter et partager les questionnements qui les traversent autour des grandes questions que se pose la revue à ce moment-là. Donc, spirituelle, morale, religieuse, politique, artistique. Il peut y être question de littérature, de l'école, des rapports avec le mouvement ouvrier. Enfin, toute question qui intéresse, en fait, dont on pense qu'elle intéresse l'avenir de la cité, peut être discutée dans ces groupes esprits, qui sont des lieux de réflexion qui ont vocation à nourrir le travail de la revue. Et donc, ces groupes resteront actifs il me semble, je ne saurais pas vous dire quand est-ce qu'ils s'arrêtent, mais enfin, en tout cas, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, ça c'est sûr. Donc, Esprit est une revue, Esprit est un mouvement. La question de savoir si elle est plus l'un que l'autre se pose très vite dans l'histoire de la revue. Et tout ça pour vous dire qu'en fait, il y a très tôt une réflexion sur ce qu'est le travail intellectuel et comment il se situe par rapport à l'action. Il n'est pas l'action, mais il n'est pas décroché de l'action. Il a vocation à la nourrir, à la faire mûrir, à se situer par rapport à elle. Et une des grandes préoccupations des jeunes gens qui font d'Esprit est de ne pas être dans l'idéalisme, quelque chose qu'ils reprochent à un certain nombre de revues, de grandes revues françaises comme la NRF par exemple, qui tient le haut du pavé des revues à ces années-là et qui a les mains pures. Et ça, ça ne va pas dans le sens de la conception qu'ils ont du travail intellectuel qui existe en propre, mais qui ne peut pas être séparé de la question de son action concrète dans le monde. Merci beaucoup. J'ai plein de questions qui naissent quand vous parlez. C'est parce que quand vous parlez de la révolution dans le sens où vous l'entendez, où l'entend Emmanuel Mounier, directement, ça me fait penser à Charles Péguy, qui parle aussi justement de cette révolution, mais la révolution du cœur, une révolution intérieure avant tout, pas une révolution pour changer, pour faire violence au monde. Mais ça, c'est bon. Vous parlez aussi de tout ce travail qui a été fait en interne à la rédaction, comme si vous aviez encore beaucoup de documents, comme si vous aviez pu relire un petit peu les comptes rendus de ces rencontres. Il y a eu vraiment des comptes rendus faits de ces rencontres? Ah oui, tout à fait, oui. Et en fait, un historien très important pour la revue est Michel Vinocq. J'en ai dit un mot tout à l'heure. Il a vraiment consacré tout un travail de recherche à l'histoire de la revue Esprit. Je vous invite, pour ceux que ça intéresse, à lire un livre qui s'appelle « Esprit des intellectuels dans la cité » et qui retrace toute l'histoire de la fondation d'Esprit jusqu'aux années 50. Et oui, tout ça est très documenté. On ne sait pas tout ce qui s'est passé dans les groupes Esprit, mais en tout cas, il y a des traces de ça. Par ailleurs, la revue a des archives qui sont consultables, qui sont ouvertes aux historiens. Et puis, on a la possibilité, et c'est faisable via le site internet, de se promener évidemment dans tout ce qui a été publié dans Esprit depuis le premier numéro en 1932 jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Vous citiez Charles Péguy. Je dis juste en un mot que Charles Péguy est la référence de ces jeunes gens. Et d'ailleurs, Charles Péguy, à ce moment-là, n'est pas une référence que pour Esprit, il sera une référence pour toute cette génération qu'on a appelée les anticonformistes des années 30, qu'on a appelé rétrospectivement comme ça, dont Esprit fait partie, auquel Esprit est traditionnellement affilié. Et c'est pour partie cette conception de la révolution spirituelle, telle que Péguy l'entend, rompant avec le spiritualisme et l'idéalisme, c'est-à-dire qu'une révolution spirituelle, c'est une révolution inscrite dans son temps, ça c'est très important, est effectivement central pour comprendre le désir et l'envie de ces jeunes gens et ce dans quoi ils s'inscrivent au début des années 30. D'accord. Alors, je passe un peu à la deuxième question. La rédaction s'est directement impliquée dans de nombreux
combats très différents aussi. Est-ce que l'on pourrait citer quelles sont les batailles les plus importantes peut-être pour la revue? Et vu nous vivons dans un monde très utilitariste, est-ce que ces batailles ont porté quelques fruits, ont été utiles? Alors, ça, c'est une question difficile. Pour y répondre, et ce n'est pas du tout une façon de botter en touche, parce que je vais vous parler très concrètement de ces combats, ou peut-être plutôt de ces causes que la revue a mené, a embrassé à travers l'histoire. Je pense qu'il faut dire un mot de la notion d'engagement, qui est une notion centrale à Esprit, et voilà, qui sera théorisée justement dans ce rapport compliqué, enfin, dans ce rapport qu'elle cherche à articuler entre la réflexion intellectuelle d'une part et l'action dans le monde d'autre part. Alors, il y a une personne qui est très centrale pour comprendre ça, qui est moins connue qu'Emmanuel Mounier, mais dont beaucoup disent qu'il a été presque aussi important dans ce qui est devenu Esprit. C'est Paul-Louis Landsberg, qui est un philosophe, qui était juif, qui s'était converti au catholicisme, qui a suivi la revue très tôt, dès les années de fondation, qui est mort en déportation en 1944 et qui a écrit en 1937 dans la revue un texte très important qui s'appelle « Quelques réflexions sur l'engagement personnel ». Et pour en dire deux mots, le cœur de ce que nous dit Landsberg, c'est que l'existence humaine a ceci de particulier qu'elle est toujours embarquée dans une destinée collective. À la différence de l'animal, l'homme est toujours inscrit dans son temps. Il peut choisir de s'en abstraire et de ne pas s'y engager. Il peut au contraire accepter d'être embarqué, accepter d'être engagé comme ça dans l'époque dans laquelle il vit. Et Landsberg définit l'engagement comme le fait d'assumer concrètement la responsabilité d'une œuvre à réaliser dans l'avenir. Et ce point-là a été très, très déterminant pour la revue et la manière dont elle a conçu son rapport au monde, et qui peut se résumer ainsi: il n'y a pas de cause parfaite, il n'y a pas de cause pure, il n'y a que des causes imparfaites, il n'y a que des causes impures, mais ne pas s'engager, c'est refuser d'embrasser la condition humaine. Et donc, c'est dans cette tension entre la conscience du caractère impur et imparfait de la cité politique dans laquelle on vit, des choix qu'il y a à y faire, des combats qui s'y mènent, et en même temps, la nécessité de s'y engager néanmoins. Et ce point-là me paraît très important pour évoquer un peu quelles vont être les grandes causes qu'a embrassé la revue. Alors, je pense qu'on peut dire que la première fois qu'Esprit se pose réellement la question de son engagement sur une question très précise, c'est la guerre d'Espagne en 1936. Esprit est alerté très tôt par des correspondants, des proches de la revue, de ce qui s'y joue, de la violence de ce qui s'y déroule, des massacres. Et Esprit fait le choix de s'engager, de soutenir la cause des Républicains. Donc, à l'époque, en France, ils sont pas très nombreux dans les milieux plutôt chrétiens, on va dire, à faire ce choix, à l'exception notable de Bernanos. Et pour autant, cet engagement d'Esprit aux côtés des Républicains espagnols, d'emblée est matiné d'une grande méfiance à l'égard des communistes et d'une affirmation que soutien aux Républicains espagnols ne vaut pas blanc-seing aux communistes. Et donc, je pense que c'est sans doute un moment historique très important pour la revue, où s'expérimente pour la première fois quelque chose qui ne s'appelle pas encore comme ça, mais qui va le devenir plus tard, qui s'appelle la troisième voie. C'est-à-dire, il y a une façon, de la même manière que les fondateurs d'Esprit refusaient l'alternative entre libéralisme individualiste et capitaliste d'une part, marxisme de l'autre, de la même manière, la guerre d'Espagne est un moment très concret où s'affirme le soutien réel, plein et entier aux républicains espagnols, qui ne signifie pas qu'on embrasse la cause des communistes pour autant. Donc ça, je pense que la guerre d'Espagne est vraiment un des moments clés dans l'histoire de la revue et par rapport à la question de ce qu'on peut appeler son engagement.
Alors ensuite, j'ai reparcouru un peu les archives pour préparer cette rencontre. Il me semble vraiment qu'il y a un moment essentiel en 1938 sur les accords de Munich. C'est-à-dire que la revue affirme très clairement son opposition et comment dire, voilà, sa désillusion face à cette reculade des démocraties face à Hitler. Et donc, avec une relative prescience, parce qu'à l'époque, encore une fois, il n'y a pas énormément de monde qui le dit. Il y a un numéro en 1938 qui s'appelle Préfascisme français, voilà, où la revue vraiment s'inquiète de ces évolutions-là. Et puis après, je pense que ce que vous avez peut-être le plus en tête, tous, c'est… Alors, la guerre, la Seconde Guerre mondiale est un moment particulier, on y reviendra. Il y a une quasi-refondation de la revue après la Seconde Guerre mondiale, avec des orientations qui ne sont pas fondamentalement différentes de celles qu'elles étaient avant, mais en tout cas, une façon d'aborder le monde et les problèmes qui elle, a changé. Et le grand marqueur d'esprit sur toute la deuxième moitié du XXe siècle, ça va être l'opposition au totalitarisme stalinien. Et dans le courant des années 40, effectivement, les premières dénonciations des procès staliniens. Et c'est ça qui singularisera Esprit dans un paysage intellectuel plutôt marqué à gauche auquel elle appartient. C'est ce qui fera d'elle la grande représentante de ce qu'on appelle la gauche antitotalitaire, qui en France était pas nombreuse. Donc ça, voilà, je pense que c'est le combat, sans doute, une des causes la plus connue. Mais il faut citer aussi dans ces années-là la décolonisation. La guerre d'Algérie, qui sont vraiment des moments où la revue s'est engagée très fort. Il y a un numéro, là encore, assez précieux, qui date de 1947, qui s'appelle Évitons la guerre d'Afrique du Nord. Enfin, donc très tôt, la revue s'engage, contre la torture ensuite, évidemment. Et puis, le dernier engagement dont je pense que c'est important de le citer, parce qu'il est dans une grande continuité avec les précédents, c'est qu'après la chute de l'Union soviétique et du mur, et finalement tout ce moment où, par exemple, le politologue Francis Fukuyama théorise la fin de l'histoire, c'est-à-dire que le monde va s'unifier sous le double effet de la démocratie libérale et de l'économie de marché. La revue Esprit estime très tôt que ce sera vraisemblablement pas le cas du tout, et dès les années 90, elle alerte sur la montée de nouveaux nationalismes en ex-Yougoslavie, au Rwanda. Et donc, en fait, là naît une nouvelle… ne naît pas, mais une nouvelle cause qui sera très importante pour la revue, c'est tout ce qui est droit et justice pénale internationale, dont le dernier… le dernier grand épisode autour de ça est malheureusement la Syrie. Voilà, la question syrienne et ce qui s'y passe. Voilà un peu, si je devais vous dire quels ont été les grands moments d'engagement, les grandes causes que la revue a embrassées au cours du XXe siècle. Alors, vous devez avoir des tas de correspondants dans le monde entier pour pouvoir avoir des nouvelles aussi précises du Rwanda, de la Syrie, en Union soviétique aussi. Sur quoi se basent justement un peu toutes ces… Alors, effectivement, on en a eu beaucoup. Je pense que la revue a eu beaucoup plus de contacts internationaux, peut-être au cours des 50 dernières années, qu'aujourd'hui, même si c'est une dimension à laquelle on est très sensible. Elle a porté très longtemps un sous-titre qui était Revue internationale, c'est-à-dire sous Esprit, il y avait marqué Revue internationale. Et oui, il y avait des réseaux d'amitié, ce qui s'est toujours appelé des réseaux d'amitié, et de contacts entre intellectuels européens, mais pas uniquement du monde entier. Donc effectivement, la revue a noué des contacts très étroits avec toutes les dissidences d'Europe de l'Est, par exemple. Patočka, Václav Havel, Antonin Lim, qui a disparu. Je ne sais pas si vous connaissez cette figure, grand intellectuel tchèque qui a vraiment été une figure de ce qu'on peut appeler l'esprit européen. Tout ce monde-là publiait dans Esprit, on recherchait leurs textes, des publications, des traductions des publications étaient proposées, tout à fait.
Et c'est une dimension qu'on a à cœur, effectivement, de maintenir vivante et vivace. Ça nous paraît tout à fait important d'accueillir les textes d'intellectuels du monde entier autour des problématiques qui continuent de nous tenir à cœur. Dans toutes ces causes que vous avez citées, est-ce qu'il y en a certaines qui, a posteriori, peut-être vous pourriez reconnaître des jugements, des erreurs de jugement ou par exemple, même celle que vous avez dite sur la guerre civile en Espagne, par exemple, là, la revue Esprit prend cause contre la position de l'Église en général. Enfin, l'Église était plutôt condescendante au pouvoir en Alors, place. oui. Comme exemple, c'est un exemple simplement. Est-ce Oui, qu'il y a des oui. choses, après vous vous dites, non, là on s'est un peu gouré quand même, on n'a pas tenu compte de certaines choses voilà. Alors, des erreurs ou une relativisation d'un certain jugement, oui, j'en ai en tête, mais enfin, à voir, je vous le soumets. Oui. Disons, ce qui me paraît important, c'est d'abord de souligner, et ça je le souligne même, y compris pour aujourd'hui, ça me paraît très important de le dire, Esprit est un collectif. C'est une revue qui fonctionne sur un collectif. Et ce collectif a toujours été prêt à la discussion, voire au désaccord, et l'est encore. Et donc, il n'y a jamais dans l'histoire une position univoque d'Esprit. Alors, il y a des sujets sur lesquels la rédaction a toujours plus ou moins pris position comme un seul homme, mais c'est sans doute pas la majorité. Les débats, et ça, le travail des historiens est précieux pour ça sur les archives de la revue, c'est-à-dire que rétrospectivement se dégage une position dont on retiendra que ça a été celle de la revue. Pour autant, quand on regarde de près ce qui a été publié, on mesure que des visions sinon divergentes, du moins de véritables débats de fond, pouvaient avoir lieu sur un certain nombre de sujets. Et donc, il y a à la fois cette question de la dynamique de la discussion collective qui fait que les positions n'étaient pas univoques. Et il y a le temps dans lequel tout ça s'inscrit. Esprit, c'est une revue qui a 89 ans maintenant et qui donc a connu des directions successives, des refondations successives, avec, le cas échéant, des inflexions de ligne qui ont pu être importantes. Alors, sur la guerre d'Espagne, je vous avoue que je crois qu'il n'y a pas eu... il y a eu ce point, il y a eu ce désir de tenir une ligne de crête, entre guillemets, d'opposition ferme, franche et claire au régime de Franco et de soutien aux républicains espagnols, sans pour autant soutenir les communistes. Alors, vous avez raison de souligner que ça nous mettait en délicatesse avec l'Église, ça mettait la revue en délicatesse avec l'Église à ce moment-là. Ça, on y reviendra sans doute sur les rapports entre Esprit et l'Église qui n'ont jamais été très simples et que c'est pas la seule et unique fois qu'Esprit n'a pas du tout suivi les recommandations, je ne sais pas trop comment il faut le dire, mais les positions du Saint-Siège sur un certain nombre de sujets. Alors, parmi les domaines dans lesquels il y a eu des vraies inflexions, je pense que juste après la Seconde Guerre mondiale, Esprit, dès l'origine, a été très critique du marxisme et du communisme. Après la Seconde Guerre mondiale, évidemment, la donne avait un tout petit peu changé. Et je crois qu'on peut dire, j'en suis même sûre, c'est un fait, que le mouvement communiste avait une légitimité populaire ouvrière énorme et avait en plus cet immense mérite que d'avoir représenté une réelle force d'opposition au nazisme. Et on sait l'importance qu'avaient eu les communistes au sein des résistants, et les gens d'Esprit étaient très largement impliqués dans la résistance et donc ont été au contact de tout cela. Et donc juste après la guerre, Emmanuel Mounier fait plusieurs voyages à l'Est et on sent qu'il y a il y a un vrai désir de se dire qu'il y a un avenir qui se joue là à l'Est, dans cette fameuse refonte de la civilisation, dans cette critique de l'idéologie bourgeoise capitaliste qui les animait depuis le début des années 30. Il y a vraiment eu le désir de ce socialisme à visage humain. On a été très engagé auprès de Solidarnosc, etc. Donc, il y a un moment comme ça, au tout début des années 50,
où il y a, je pense, une petite hésitation dans la manière dont Esprit se positionne par rapport au communisme. Et puis les procès staliniens règlent très vite le problème. Très, très vite, la revue clarifie très clairement sa position par rapport à ça. Mais donc, c'est un exemple parmi d'autres. J'en ai un autre en tête qui me semble que dans les années 80, la revue était très anti-américaine, par exemple. Très, très anti-américaine parce que très anti-société de consommation, très anti-industrie de masse. Et ça, par exemple, c'est une dimension qu'on ne retrouve plus dans les années 90. Peut-être sous l'effet d'une forme d'acceptation que le monde contemporain incluait cette dimension-là, qu'on était tous un peu américains, et que ce n'était pas là que devait se situer la critique la plus radicale de la revue. Donc, vous voyez, il y a sur un certain nombre de sujets plus ou moins centraux, il y a eu des vraies inflexions de ligne, dans le respect et dans la fidélité néanmoins à quelques invariants qui tournent autour de la notion de dignité de la personne humaine et de justice. Je crois qu'on peut dire que c'est vraiment autour de ces notions que se constitue un fil rouge qui, lui, ne bougera jamais. D'accord. Bien, alors essayons de comprendre. Je vous rappelle que si vous avez des questions, vous pouvez les poser soit sur le chat en dessous du live du Facebook, soit dans notre boîte de conversation. Et si vous levez la main, je vous donnerai la parole ensuite. J'ai encore deux gros blocs, on va dire. Un, pour comprendre un petit peu ce que ça veut dire faire aujourd'hui une revue papier encore. Ça semble très anachroniste. Tout le monde passe au virtuel. Donc, qu'est-ce qui a changé, on va dire, dans la revue aujourd'hui donc aussi, comment choisissez-vous les thèmes sur lesquels écrire et les auteurs qui pourraient en parler. Donc, la revue aujourd'hui, un petit peu, je voulais vous demander. Alors, la revue aujourd'hui. Donc, on est une revue papier, toujours, mais on est aussi une revue numérique. Esprit est devenu ce qu'on appelle bimédia. Donc Esprit, c'est toujours 10 numéros par an, donc mensuels et puis 2 doubles. Mais c'est aussi un site internet, une plateforme qui est présente sur les réseaux sociaux, sur laquelle vous retrouvez toute la revue, à savoir tout ce qui a été publié dans Esprit depuis 1932, puisque nos archives ont été numérisées. Et puis, de la vidéo, d'autres formats, des rencontres avec les auteurs. Donc, si vous voulez, on ne dirait pas du tout qu'il y a quelque chose d'anachronique à faire une revue papier parce qu'on continue de le faire et on continue de s'inscrire à la fois dans cette matérialité-là et dans cette temporalité qui consiste à avoir un rendez-vous régulier avec des lecteurs qui nous achètent ou qui nous reçoivent chaque mois. Et en même temps, d'accepter que pour s'inscrire dans le débat public aujourd'hui, sachant que ce débat public a été largement diffracté par le numérique, il faut être capable de s'inscrire dans d'autres temporalités que celles que permet l'impression chaque mois d'un numéro papier. Et il nous semble que les deux ne sont pas incompatibles. Alors, il est très évident que le numérique, ce n'est pas juste un outil, ça change la manière dont on travaille. Alors, il y a une logique qui est celle du papier et qu'on garde évidemment aujourd'hui, qui est celle d'avoir chaque mois un ensemble composé autour d'un dossier central. Et ce dossier central, il est construit avec notre comité de rédaction et puis des collaborateurs et des auteurs qu'on sollicite, j'y reviendrai. Et cette logique de problématisation, de construction d'un sujet et de programmation éditoriale qui, chaque mois, nous amène à nous pencher sur un nouveau sujet, est très important et on tient absolument à le garder. La logique du numérique, c'est bien davantage une logique dite de flux, comme on le sait, c'est-à-dire un article par jour, ou plus ou moins, et finalement, avec cette impression que le lecteur ne va pas retrouver un ensemble composé, mais va rentrer dans un flux, il va capter un article, un autre, il va rentrer dans le dossier par une porte ou par une autre. Bon. Il nous semble que ces deux logiques doivent pouvoir coexister. Il y a des nouveaux lecteurs qui sont complètement rentrés dans une logique de flux qui est propre au numérique et qui pour autant seront très heureux de découvrir par là l'objet composé qu'on leur propose chaque mois à la réflexion qui est notre revue. Et il y a ceux qui souhaiteront continuer de s'inscrire dans une logique de rendez-vous mensuel
avec une revue, le plus souvent un objet physique qu'ils vont pouvoir manipuler et qu'ils vont lire tout au long du mois. Cette double dimension, objet composé sur le plan intellectuel et éditorial et flux d'autre part, on essaie de les articuler comme complémentaires et comme s'inscrivant dans des temporalités qui sont les nôtres à tous et toutes aujourd'hui finalement. Alors, sur votre question de comment est-ce qu'on travaille, donc ça n'a pas changé depuis les années 30. Esprit est composé en fait d'un comité de rédaction qui se renouvelle régulièrement et qui se réunit régulièrement aussi. Alors, ça fait quelque temps que maintenant c'est sur Zoom, mais on continue. Et qui accompagne la rédaction dans la définition des grandes questions qu'on souhaiterait qu'elle travaille. Donc, il peut y avoir des sujets dont la rédaction s'auto-saisit, entre guillemets, et dont elle va parler avec son comité. Il peut y avoir des membres du comité qui proposent un sujet à la rédaction. Et puis, en fait, tout simplement, quand on a un débat chaque mois autour d'une question, on voit, à travers les personnes qui composent le collectif, si vous voulez, c'est tout un questionnement de la société qui nous traverse et donc il y a des choses qui se cristallisent et on se dit ça, il va falloir en parler, ça, il va falloir y consacrer un numéro. Et quand on le met en chantier, c'est souvent avec un ou plusieurs membres de la rédaction qui sont chevilles ouvrières avec nous sur des sujets dont ils sont proches et on peut solliciter des auteurs qui ne sont pas de la rédaction. On va chercher des auteurs qui ont des choses à dire, qui sont spécialistes de ces sujets et avec lesquels qui donc contribuent à un numéro qui est porté par la rédaction et son comité. Donc, par exemple, quelqu'un écoute dans quelques mois notre rencontre de ce soir. On a des amis qui nous suivent du Canada, par exemple, aussi, qui se disent « Moi, je voudrais beaucoup participer à cette réflexion-là que fait Esprit ». Il contacte la rédaction, il propose un sujet, ou bien alors il doit suivre les sujets des prochaines rédactions pour comprendre comment participer. Non, on a souvent des propositions spontanées. Voilà. Après, il faut que ça s'inscrive dans ce dont le collectif de la rédaction a envie de travailler à un moment précis pendant une année donnée, etc. Mais non, on peut avoir ce genre de proposition, tout à fait. Bien, donc on lance l'avis à tous ceux qui regarderont cette soirée plus tard, aussi ou même ce soir. Alors, vous avez dit, et c'est inscrit un petit peu dans l'ADN de la revue, que c'est une revue d'inspiration chrétienne. Voilà, inspiration chrétienne. Ça laisse vraiment un très grand champ, une grande marge d'erreur, on va dire, et de discussion aussi, et aussi, comme vous l'avez dit déjà, peut-être de conflit avec les autorités ecclésiales. Vous ne reniez en rien cette idée d'inspiration chrétienne. Alors, en fait, inspiration chrétienne, je crois que c'est comme ça que la revue est très souvent présentée sur un certain nombre de documents institutionnels, dans un certain nombre de travaux. Je ne suis pas sûre que ce soit une expression qui ait beaucoup eu cours parmi les fondateurs. Je pencherai même pour vous dire que non. Alors, je m'en explique. Donc, Mounier, comme vous le savez, était catholique, comme un certain nombre des jeunes gens qu'il avait autour de lui. Et la plupart des directeurs d'Esprit étaient des personnalités catholiques et ne s'en sont jamais cachés. Enfin, voilà, c'était une dimension tout à fait présente et affirmée de leur engagement à la fois intellectuel et public. Pour autant, Emmanuel Mounier est vraiment très clair dès le début, et ça, j'y reviendrai, sur le fait qu'il ne souhaite pas faire une revue catholique. Et là-dessus, il est tout à fait décidé. Alors, une revue catholique, au sens où la revue serait, l'expression organique d'un courant de pensée, d'une sensibilité, d'un courant sociologique, évidemment, et tout simplement l'expression d'une parole qui serait liée institutionnellement à l'Église. Donc, sur ce plan-là, Emmanuel Mounier a toujours dit qu'il ne le souhaitait pas et que c'était pas du tout son projet. Avec une double conséquence, c'est que Esprit n'a jamais été lié institutionnellement de quelque manière que ce soit à l'Église,
ni sur le plan financier, ni sur le plan éditorial, ni sur le plan de son comité. Et que dans la revue, dès l'origine, sont présents des catholiques, des protestants, des juifs, des non-croyants, et que ça fait partie du projet. Ça fait tout à fait partie du projet. Et je suis même tout à fait sûre quand je vous dis qu'à l'échelle de son histoire, Esprit a beaucoup plus compté d'athées parmi ses collaborateurs que de chrétiens, vraisemblablement. Même si, encore une fois, le catholicisme de Mounier était une dimension tout à fait importante de son engagement. Alors, je pense qu'il faut dire un mot des raisons pour lesquelles Mounier fait ce choix. Et encore une fois, il s'en explique très bien. Mounier, et là, il partage la conviction d'un certain nombre de ses camarades à l'époque. Cette crise de civilisation dont je vous parlais au début, qu'il diagnostique comme frappant finalement ces sociétés occidentales capitalistes et libérales, il estime que l'Église est compromise dans cette crise de civilisation, et ce à plusieurs titres. Mais il dit surtout, et ce point-là me paraît très important, qu'il est très urgent de sortir ou de libérer, je ne sais pas comment il faut le dire, l'Église et le christianisme par définition intemporelle et éternelle, d'une chrétienté qui, elle, au contraire, est très située géographiquement et historiquement, et qui, selon lui, et c'est là le cœur de son diagnostic, est à l'agonie. C'est-à-dire que pour Emmanuel Mounier et ses camarades dans les années 30, une chrétienté un peu fantasmée au passage, une chrétienté vaguement médiévale, vaguement fantasmée, dans laquelle on rêve une forme d'ordre social chrétien qu'il faudrait perpétrer, soutenir ou refonder, n'est pas la voie à suivre. Alors là, il y a un autre personnage qui est tout à fait important dans l'histoire d'Esprit, qui est Jacques Maritain, dont Emmanuel Mounier est très très proche, qui joue un rôle central au début d'Esprit, et avec lequel Mounier là a une vraie divergence. Maritain partage complètement avec Mounier ce diagnostic de la crise de civilisation, et il voit dans Esprit un des lieux où devrait avoir lieu cette refondation d'une chrétienté renouvelée. Alors que pour Mounier, il est très très clair qu'il s'agit au contraire de jeter les bases d'une nouvelle civilisation où chrétiens et non-croyants puissent créer ensemble les bases d'une société d'hommes libres, mais que cette cité politique à venir doit être une coopération entre chrétiens et non-chrétiens, entre croyants et non-croyants. Donc, effectivement, je vous rejoins quand on dit que la notion d'inspiration chrétienne est floue, ne dit pas... les choses sont beaucoup plus précises que ça. Esprit est une revue fondamentalement laïque, qui est donc sans affiliation institutionnelle, et dont le projet intellectuel et spirituel ne consiste pas à recréer ce que Mounier et ses camarades à l'époque, une chrétienté nouvelle. Alors à ça, j'ajoute que dans un certain nombre de textes que j'ai reparcourus du coup, et notamment dans un numéro de 1949 qui s'appelle « Monde moderne, monde chrétien », qui est vraiment un numéro important pour la revue, il y est beaucoup dit que, en tout cas dans le sens où l'entend la revue à cette époque-là et même avant, les chrétiens doivent toujours s'engager en chrétien, mais pas en tant que chrétiens. Et plusieurs articles reviennent sur cette distinction. C'est-à-dire que la foi chrétienne, pour les collaborateurs, enfin pour ceux qui ont eu ce compagnonnage avec Esprit, il a toujours été très clair que leur foi chrétienne, aussi vivante et centrale qu'elle soit, ne déterminait aucune affiliation, aucun choix politique donné, entre guillemets. Que l'engagement dont il était question tout à l'heure était plus ouvert que cela,
et que la vie et les choix et l'engagement à poser l'étaient à poser en chrétien, parce qu'évidemment c'est central dans une vie, voilà, mais pas en tant que chrétien au sens d'une comment dire d'une affiliation qui justifierait telle ou telle position. C'est en ça que sur la guerre d'Espagne, par exemple, ça a été un moment tout à fait central. C'est en chrétien qu'un certain nombre, que la revue et un certain nombre de ses collaborateurs à ce moment-là s'opposent au régime de Franco. C'est pas en tant que chrétien au nom de ce que leur dicterait leur appartenance à l'Église. Et ce point-là est resté, je pense, très central dans la façon dont les chrétiens à esprit y ont conçu leur engagement, sachant que au cœur du projet initial, il y avait l'ambition de travailler au monde de demain avec les non-chrétiens, avec les non-croyants. Et ça reste central. Alors, ceci dit, je pense que Esprit a néanmoins eu un positionnement original, entre guillemets, dans le paysage intellectuel français, parce que revue laïque, elle était néanmoins tout à fait intéressée à suivre les questions religieuses. Elle y a toujours fait une place très importante dans ses colonnes, avec l'idée que la religion était une dimension tout à fait essentielle de l'existence humaine et tout aussi justiciable de l'intérêt que pouvait y porter la revue que des questions politiques ou sociales. Donc ce point-là est très important. Mais également à revendiquer très tôt une pluralité, finalement, d'inscriptions dans des traditions spirituelles, confessionnelles différentes, protestantes, juives, musulmanes également. La revue a ouvert ses colonnes à des intellectuels musulmans. Ça s'est plutôt fait dans les années 90. Voilà, et continue de penser cette dimension comme une dimension essentielle de l'existence humaine et de l'existence humaine en société, mais de façon laïque. Voilà. Dans ce que vous dites maintenant, je retrouve plusieurs accents que l'on peut découvrir aussi dans l'encyclique du pape François, Tous frères. Est-ce que vous pensez, vous avez travaillé en tant que rédaction sur cette encyclique, qui a un peu ce regard très ouvert, ou est-ce que vous allez le faire? On suit cette question. Enfin, de toute façon, la rédaction suit effectivement tout ce qui se passe du côté du pape François. On n'y a pas encore consacré ni un dossier ni d'article en tant que tel, mais je suis d'accord avec vous pour dire qu'il y a des accents communs. Alors moi j'ai une dernière question, et puis vu qu'il nous reste 15-20 minutes, c'est l'occasion un peu pour les autres personnes qui sont... Quelqu'un a déjà levé la main, je pose ma dernière question, et puis après je donnerai la parole à Patrice Favre. J'ai pas lu grand-chose d'Emmanuel Mounier, mais ce qui m'a beaucoup frappé, c'est dans l'affrontement chrétien tout au début, dans son introduction, il décrit cette crise du christianisme aujourd'hui, et il raconte de ce regard qu'il a trouvé chez une moine dans le fin fond d'une région d'Espagne. Mais on ne doit pas aller quand même jusqu'au fin fond de l'Espagne pour redécouvrir le feu qui devrait embraser le monde. Alors, vous parlez... Alors, j'étais très intéressé par tout ce que vous avez dit au début sur l'idée de cette communauté, on va dire communauté, ou en tout cas le lieu de discussion et de dialogue, donc d'entraide en quelque sorte, parce que souvent, le risque que l'on peut voir, c'est de réduire le christianisme à une idée, justement. Enfin, maintenant, vous avez fait la distinction entre, justement, pas en tant que chrétien, mais en chrétien. Un peu la différence que l'on peut voir entre une culture chrétienne et un christianisme vécu, en quelque sorte. Mais est-ce que vous, qui travaillez dans une revue ou porter des idées ensemble avec d'autres personnes, vous ne voyez pas ce risque de réduire justement le christianisme à un combat d'idées, simplement? Alors, je pense, et tout ce que vous avez dit le souligne, que pour quelqu'un comme Mounier, mais encore une fois, il n'était pas le seul, hein, il y a eu Paul Ricoeur ensuite, il y a eu plein de figures importantes de ce point de vue-là. Je pense qu'il était très clair que le christianisme n'était pas une idée, justement, et pas un système de valeurs.
Et pas non plus, ce point-là est important, pas non plus un ordre social. C'est ce qu'on disait, tout à l'heure autour de la distinction qu'ils tiennent vraiment à faire entre christianisme et chrétienté, qui pour eux sont vraiment deux choses tout à fait différentes. Alors, non, je crois que le choix qui a été fait, encore une fois, dès l'origine d'une revue laïque, avec l'idée qu'il ne faut pas être dans une forme de confusion des ordres. Il y a ce qui va relever de l'absolu, mais l'absolu n'est pas de ce monde. Ça, il y a un texte de Mounier, un très beau texte de Mounier qui le dit. Et que pour autant, il y a une cité politique à construire avec les hommes et les femmes d'aujourd'hui, dans un monde que Mounier percevait déjà comme pluriel, ouvert, enfin, qu'on n'était plus dans une France chrétienne rêvée, et que par là même, cette union des hommes et les femmes de bonne volonté dans la possibilité d'une refondation spirituelle et morale pour l'avenir de la France, de l'Europe, ils étaient très européens, ne pouvaient pas avoir pour ambition de refonder un ordre social chrétien. Et donc ça, je pense que ça les a beaucoup prémunis contre le fait de voir dans le christianisme une idée. Alors, vous me direz que c'est des années, par exemple, où la démocratie chrétienne, par exemple, a été un mouvement politique très important. Et de fait, il y avait des proximités évidentes entre Esprit et tous ces gens qui ont par ailleurs été très importants dans la construction européenne. Et pour autant, Mounier a toujours dit que non, la démocratie, il ne fallait pas qu'elle soit chrétienne. C'est la démocratie. C'est la démocratie et elle est à construire avec tous, chrétiens et non chrétiens. En revanche, il y a une façon de s'investir en chrétien dans la démocratie. Et je crois que c'est ça qu'il a essayé de faire. Et je crois que c'est ce qui a habité un certain nombre de gens qui ont suivi cette aventure qui était celle d'Esprit. Encore une fois, une aventure ouverte à d'autres visions du monde, à d'autres cultures, à d'autres traditions confessionnelles et qui ont fait, je crois, la richesse et la longévité d'une revue et de cette revue et sa capacité à parler aujourd'hui à un monde divers et pluriel. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, je vais en donner la parole un peu à d'autres personnes peut-être, hein. Donc, il y a Patrice Favre qui a levé la main. Il y a aussi les journalistes en Suisse. Donc, vous êtes un peu collègue, Patrice, il faut allumer le micro. Voilà. Bonsoir Anne, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Vous m'entendez. Vous avez parlé d'originalité à propos d'esprit, vous avez parlé de votre lien qui n'est pas un lien de dépendance avec l'Église, et je suis bien sûr tout à fait d'accord avec cela. Et pendant que vous parliez, j'ai eu la curiosité d'aller sur Internet lire un de vos derniers numéros, non? Parce que c'est une manière de voir ce que vous faites aujourd'hui. Et je suis tombé sur votre numéro sur les femmes, comment est-ce que c'est pas un numéro sur le féminisme, mais sur les femmes en mouvement. En mouvement, femmes en mouvement. Exactement, mais quand même, sans être un numéro féministe, vous montrez bien dans l'introduction, dans l'éditorial, ce courant d'émancipation des femmes qui est une chose effectivement réjouissante et qui n'est vraiment pas terminée et qu'il faut soutenir. Ce qui m'aurait intéressé, et surtout si on pense à une originalité qui pourrait venir du monde chrétien, ce n'est pas vraiment je ne veux pas dire que l'Église a été un modèle dans ce domaine. On pourrait faire toute une histoire comme il y a le cléricalisme catholique, il y a aussi un patriarcat chrétien, il y a aussi un machisme chrétien. On pourrait très bien monter ça. Mais moi, je suis convaincu qu'il y a, pas seulement comme discours, mais je suis convaincu qu'il y a comme expérience une forme de relation entre hommes et femmes qui est transformée par l'esprit chrétien et par l'expérience chrétienne, et qu'il y a quelque chose d'autre qui serait possible et qu'il vaudrait la peine de montrer au monde, donc à vos lecteurs et à nous tous, qui part de cette nouveauté que le christianisme a apportée. Quand on dit que le christianisme apporte une
une communion, pour ne pas dire l'amour, qui est un mot galvaudé, mais qui apporte une autre manière de vivre ensemble et de dépasser la violence. La violence qui est inscrite dans les rapports aussi entre hommes et femmes, hein, ce n'est pas seulement un problème de lutte de classe ou de lutte de sexe. Et ça, je trouve dommage que dans votre édito, je n'ai pas vu tout le numéro, bien sûr, hein, je ne sais pas du tout en quelques minutes, mais je trouve dommage qu'il n'y ait pas au moins une ouverture. En tout cas, moi, c'est ce que je cherche, disons, un intérêt pour voir si du côté de ces chrétiens, il n'y aurait pas quelque chose de nouveau qu'ils apportent au monde, même si c'est faible, même si ce n'est pas toujours visible, même si c'est pécheur, comme on dit dans le monde chrétien. Mais moi, je suis sûr qu'il y a quelque chose. Je vois des choses. Donc, ça, j'aimerais que l'esprit soit aussi là, présent, non? Oui, alors je ne vais pas vous mentir, on n'a pas traité cette dimension du sujet du féminisme chrétien, qui pour autant est un sujet qui aurait, qui a tout à fait son. Enfin, je partage votre idée qu'il y a à la fois dans la pensée et dans une certaine mesure dans l'histoire du christianisme et de l'Église des sources à une pensée, en tout cas une certaine pensée des rapports entre hommes et femmes que la notion de patriarcat n'épuise pas. Voilà. Mais ça fait partie de ce qu'on n'a pas du tout, qu'on n'a pas exploré dans ce numéro. Ça, je vous le concède. En fait, est-ce qu'on risque pas de faire comme les autres si on n'est pas attentif à cette dimension? Alors, c'est là sans doute que c'est très rigolo parce que la revue Études, qui est donc une revue que vous connaissez peut-être, qui est une revue jésuite, a consacré exactement en même temps que nous un dossier au féminisme. Donc, leur numéro de janvier porte aussi là-dessus. Ils ont organisé un débat entre deux féministes, Mazarine Pinjot et Camille de Villeneuve. Et eux le font vraiment. Eux sont une revue chrétienne, à la différence d'esprit. Et c'est là peut-être que vous pouvez voir une différence d'orientation, c'est-à-dire qu'ils le font avec toute l'ouverture nécessaire aujourd'hui pour évoquer ce sujet dans ses multiples dimensions. Ils le font à partir d'un questionnement qui est suscité par, comment dire, la manière dont la question se pose peut-être plus spécifiquement aujourd'hui pour des chrétiens. Ce qu'Esprit ne fait pas, puisque notre comité de rédaction est pluriel. Il y a des chrétiens dedans, mais pas que. Et que c'est au regard des questions que se pose une société dans son ensemble qu'on prend le sujet, et pas seulement de la perspective chrétienne. Après, j'entends tout à fait ce que vous dites, et un article, par exemple, qui, dans cet ensemble, aurait été consacré à la manière dont les religions posent ou reposent aujourd'hui les questions de rapport homme-femme, par exemple, aurait pu tout à fait trouver sa place dans ce sommaire. Il se trouve qu'on ne l'a pas fait, mais parce qu'il y avait 1000 autres dimensions dont on voulait parler, mais on aurait pu le faire. En revanche, ça ne pouvait pas être la perspective centrale, entre guillemets, si vous voyez ce que je veux dire. Très bien, très bien. Merci. Alors, Marie-Agnès a ouvert son micro? Oui. Oui. Alors, je t'en prie. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est que la revue Esprit, j'en avais à peu près aucune idée de qu'est-ce que c'était, de comment ça fonctionnait. Et vraiment, je veux vous remercier de cette soirée parce que pour moi, ça m'a donné vraiment le fait qu'on appartient à une société bien plus riche, bien plus forte que ce qu'on veut bien nous en faire croire ou montrer. Voir cette aventure depuis les années 30, moi j'ai été élevée un peu comme beaucoup de gens, les intellos, en gros ceux qui savent écrire, ils sont compliqués, ils sont pas comme nous et on comprend pas c'est pas pour nous, quoi. Voilà. Et donc là j'entends tout à fait quelque chose qui dit plutôt il y a des gens à qui il a été donné le verbe, la philosophie, je ne sais pas comment dire, on a tous nos charismes bien différents, mais ceux-là ont un poids pour la société et nous accompagnent, nous guident, à condition qu'on sache qu'ils existent et qu'on ait un peu ce courage d'aller regarder ce que vous faites. Et donc, vraiment, vraiment, je vous remercie. Moi, j'ai envie de partager
qu'on a entendu ce soir avec d'autres, et puis d'aller me lancer dans Esprit, papier ou Aussi. Internet, parce que je crois que je me rends compte que le monde est bien plus riche que ce que je perçois en premier abord en faisant pas trop d'efforts et en me laissant abreuver parce qu'il nous tombe dessus. Donc, merci. Merci à vous. Mais la revue est accessible à quelqu'un, voilà, comme Marie-Agnès dit, de simple, qui veut simplement s'informer, enfin, c'est pas s'informer, mais qui veut commencer à réfléchir, mais peut-être qui n'a pas des bases philosophiques ou historiques. Ah, mais tout à fait, je l'espère. Et si ce n'est pas le cas, c'est important de nous le dire aussi. Non, on souhaite. Alors, si vous voulez, il faut être lucide sur ce qu'on fait. Esprit, comme vous le disiez, est une revue dite d'idées. Et donc, elle fait ce pari qui caractérise l'objet revue depuis sa naissance, à savoir, je pense, quelque part au tournant du XVIIIe siècle, que les idées et leur confrontation qui définissent ce qu'est un espace démocratique, ou sa possibilité, ou son désir même d'espace démocratique, sont un des lieux, pas le seul, mais sont un des lieux où peut se former un horizon en commun. Partager des idées, les confronter, en débattre, cette ambition, ce projet, je crois, est inséparable de l'idée même de société et de vie démocratique. Et donc, il est très important pour nous de se dire qu'on participe à ça. C'est-à-dire qu'on participe de l'existence d'un espace public ouvert dans lequel peut s'exercer la raison critique, la délibération, et à partir desquels on peut avoir un débat. Voilà. Après, il y a des débats plus ou moins conceptuels, plus ou moins théoriques, plus ou moins philosophiques, mais on a aussi de l'histoire des sciences sociales. Mais il y a aussi dans Esprit du cinéma, de la peinture, des expositions, de la littérature. Tout ça, il nous semble, participe de cette circulation des idées et des images qui, encore une fois, caractérise les sociétés démocratiques ou les sociétés qui ont le désir d'entrer en confrontation avec elles-mêmes, d'organiser la coexistence de gens différents qui partagent néanmoins un projet social et politique. Merci beaucoup. Je pense que Thérèse Martin voulait intervenir. Non, moi je voulais juste remercier Anne, voilà, lui dire que c'était vraiment passionnant de comprendre ce qui s'était passé depuis Mounier et cette intuition magnifique qu'il a eue. Et puis, et le monde extérieur, comment tout ça s'articule, et pour donner cette revue que je lis moi de temps en temps, et qui est, alors ça je peux dire ça pour Marie-Agnès, je comprends presque tout, donc tu peux y aller. Et voilà, c'était très 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 intéressant, vraiment. Merci. Merci à toi. Alors, donnons quelques indications pratiques. Donc, il y a le site qui est esprit.revue, c'est ça? Esprit-revue? Esprit.presse. .presse, voilà. Parce qu'il ne vous a peut-être pas échappé qu'Esprit est aussi une marque de vêtements et que, voilà, ils sont venus après nous. Hein. Mais le site internet de la revue, c'est www.esprit.presse.fr. Alors là, vous pouvez accéder au numéro, vous pouvez accéder à l'ensemble des actualités plus sous forme de flux, vous accédez aux notes de lecture, vous accédez aux archives, enfin tout. Il y a différentes formules d'abonnement, à durée libre comme on dit, où on paie au mois et où on s'arrête quand on veut, ou alors plus régulièrement sous forme de cotisation annuelle. Il y a des formules d'abonnement pour avoir le papier qui, à ce moment-là, le numérique va avec, entre guillemets. C'est-à-dire que dès lors que c'est ce qu'on appelle l'abonnement intégral. Donc, papier plus numérique, ou numérique seul. Pour ceux qui savent, qu'ils lisent comme ça et qu'ils s'intéressent au débat public comme ça, sur smartphone ou autre, il existe un numérique seul. Peut-être une manière de découvrir la revue et de s'abonner à l'infolettre hebdomadaire gratuite qu'on envoie chaque semaine à ceux qui le souhaitent.
et où on propose en fait chaque semaine une réflexion autour de ce qui nous paraît être une actualité forte de la semaine et à travers laquelle on va proposer à la lecture ou à la relecture un certain nombre d'articles à la fois récents et issus des archives dont on pense qu'ils éclairent utilement le présent. Et ça, c'est un outil qu'on utilise beaucoup pour faire revivre notre fonds d'archives, qui est d'une très, très grande richesse. Et voilà, un article écrit en 1954 sur je ne sais quel sujet peut éclairer de façon tout à fait pertinente et originale un phénomène qui nous paraît nouveau. Et donc ça, nous le proposons dans l'infolettre que nous faisons partir à chaque fin de semaine. Vous pouvez vous y inscrire sur le site pour ceux que ça intéresse. Magnifique. Marie-Michel, je pense, voulait intervenir. Je voulais poser une question à Anne. Bon, je vais essayer j'essaye de penser en l'écoutant. Et la chose qui me tient le plus à cœur, c'est ce qu'elle a dit sur le fait d'avoir une rédaction avec des gens très différents. Et un enjeu qui me semble très important pour nous maintenant, c'est cette pratique de dialoguer, enfin d'avoir des lieux de rencontre, d'avoir des véritables échanges avec des gens d'autres cultures, d'autres contextes, et je dirais de savoir s'écouter et d'apprendre à dialoguer. Alors je me demande, il y a un côté qui m'émerveille, c'est-à-dire je me demande comment ils arrivent à avoir des antennes telles qu'ils saisissent où les choses se passent, d'où elles viennent, qu'est-ce qui est déterminant. Et puis l'autre chose qui m'interroge, qui m'émerveille, c'est-à-dire d'où vient le discernement ? Comment bon, parce que c'est assez extraordinaire tout ce qu'elle décrit, des prises de position, et après, dans le temps, on vérifie comment il y a eu des intuitions tout à fait justes, des choses très, très importantes. Bon, je vois bien comment des fois on se trompe, des fois, mais il y a quand même quelque chose qui va dans un certain sens où on va vers des vérités essentielles. Et je m'interroge sur d'où ça vient, quoi. Comment est-ce qu'on construit ça et comment est-ce qu'on se choisit, comment est-ce que... Alors, je suis pas sûre que je peux apporter une réponse simple à cette question. Alors, dans tout ce que tu dis là, ce qui me paraît le plus important, c'est d'insister sur la qualité de la dynamique collective. Alors, c'est à la fois enfoncer une porte ouverte que de dire ça, et en même temps, il faut savoir que des revues derrière lesquelles il y a vraiment des collectifs, il y en a très très peu en fait. Il y en a très très peu. Par exemple, la revue Le Débat, dont vous avez peut-être entendu parler parce qu'elle a fermé il n'y a pas longtemps. Le Débat, c'était deux messieurs. C'était Pierre Nora et Marcel Gaucher, tout seuls, qui sollicitaient des contributeurs et des auteurs de tous ordres, mais qui n'avaient pas un comité de rédaction réuni à intervalles réguliers, qui interroge, qui force à se poser un certain nombre de questions. Et un collectif, il est toujours composé de personnalités plurielles qui ont des centres d'intérêt différents, des domaines d'expertise différents aussi. C'est important pour une revue intellectuelle. Les gens parlent de quelque part. Donc, il y a des gens qui sont forts en anthropologie, il y en a d'autres qui sont forts en philosophie, il y en a qui sont spécialistes de théâtre, d'autres de cinéma. Et donc, oui, cette notion d'antenne évoquée là fonctionne. C'est des gens qui, en général, sont très impliqués professionnellement dans les différents champs qui ont été les leurs. Je pense qu'il y a quelque chose que je n'ai pas dit qui m'importe de souligner, c'est qu'Esprit a aussi toujours... Esprit est une revue intellectuelle, est une revue d'idées, mais il y a toujours eu des acteurs de la société civile dedans. Des directeurs d'hôpital, des gens qui travaillent dans les prisons. La revue a toujours été attentive à avoir dans ses rangs pas seulement des académiques, pas seulement des universitaires,
c'est quelque chose qui n'est pas simple aujourd'hui parce qu'en fait, le savoir s'est beaucoup spécialisé et donc les gens légitimes à écrire sur un sujet sont souvent des gens qui se sont spécialisés sur ce sujet, plus qu'il y a 20 ou 30 ans. Mais on est toujours très désireux d'avoir cette convergence des regards et des opinions, expertes et non expertes, autour de toutes sortes de sujets. Alors après, oui, sans vouloir jeter des fleurs à la revue, parce que ce serait particulièrement idiot, la revue s'est peu trompée. Ça c'est vrai. C'est-à-dire que historiquement, ou en tout cas tel qu'on peut en juger, sentir en 1938 que ça ne va pas du tout, cette histoire d'accord de Munich, savoir très tôt au sein des rangs de la gauche française que le totalitarisme stalinien, ce n'est pas acceptable, y compris au nom y compris quand on est de gauche, y compris quand on est très sensible au mouvement ouvrier, etc. Savoir dès 1947 qu'il va falloir faire le choix de la décolonisation, etc. Tout ça, il y a eu, c'est vrai, une forme de, non pas de prescience, parce que c'est pas le mot, mais je pense d'exigence. Alors ça, je crois que ce qui a vraiment fait la qualité du dialogue collectif à Esprit, et ça c'est vraiment fondateur, et on le doit beaucoup à Emmanuel Mounier, c'est le refus de l'idéologie. C'est-à-dire que Esprit a toujours affirmé sa méfiance et son refus des idéologies, quelles qu'elles soient. Il y a un texte très célèbre de Paul Ricoeur qu'il écrit en 1956 au moment de l'arrivée des chars soviétiques en Hongrie, et dans laquelle il a une phrase que je crois qu'on trouve tous très belle à la revue, enfin, qui nous lie un petit peu. Il dit il faut savoir respecter l'événement et sa puissance d'ébranlement infini. C'est-à-dire que toute idéologie porte en son sein le risque de nous faire plaquer une grille de lecture du monde qui nous dirait quel choix il faut faire, ce qu'il faut penser, quoi en dire et quelles conclusions en tirer. Ça, Esprit est né dans les années 30, est né dans un moment de montée de ces périls qui étaient des périls idéologiques et qui ont tout de suite été vus comme tels. Et donc, le refus de se dire qu'il y avait une lecture obligée du monde en fonction des choix idéologiques auxquels on se sent affilié, ça, c'est central dans l'histoire de la revue. Et je pense que c'est ça qui a, entre guillemets, permis à la revue de durer si longtemps d'abord, et de se prémunir d'un certain nombre de choix hasardeux. Et alors, pour reboucler avec la notion d'inspiration chrétienne, dont je continue de penser que c'est pas la bonne manière de le définir, mais j'ai pas d'autres mots pour l'instant. J'ai entendu une fois un philosophe qui s'appelle Michael Fessel, qui est membre du comité de rédaction d'Esprit depuis très longtemps, nous parler un jour de cet attachement que la revue avait toujours eu à l'événement. L'événement qu'il faut savoir respecter, et comme le dit Ricoeur, lui et sa puissance d'ébranlement infini. Et il disait, ça, c'est incompréhensible si on ne comprend pas les origines chrétiennes de la revue, parce que ce qui caractérise finalement une approche chrétienne du monde, c'est d'avoir su accueillir ce moment où Dieu rentre dans le temps, c'est l'incarnation. Et ça, c'est l'événement par définition, c'est l'événement absolu, on peut dire, qui oriente ensuite toute la vie humaine. Et cette attention à l'événement en tant que quelque chose qu'il faut accueillir et respecter, il y a une phrase de Saint-Augustin aussi sur l'événement comme maître intérieur, qui a été très souvent reprise par Mounier. Ça, c'est au cœur de la revue et de la manière dont elle regarde le monde. Et je pense que c'est ce qui fait sa longévité, et on peut dire, encore une fois, je ne dis pas prescience parce que je ne crois pas que ce soit de cet ordre-là, mais une forme de constance dans ses engagements et de fidélité au réel néanmoins, quoi, et à ce qu'il commande. Je vous remercie énormément. En fait, ce que vous venez de dire maintenant un peu dans votre conclusion nous rappelle un petit peu une rencontre que nous avons fait voilà quelques mois avec Michele Azurmendi, qui, lorsqu'il est revenu au christianisme, disait que ce qui l'a frappé, c'était que les chrétiens vérifiaient, donc lui aussi il parle d'événements, et il parlait que les chrétiens vérifiaient toujours le réalisme. Ils étaient réalistes avant tout. C'est ce qui permettait de ne pas tomber dans l'idéologie.
Vous avez dit beaucoup de choses très importantes en fait aujourd'hui, comme l'origine de la revue. Je pense que pour nous aussi qui faisons un peu ce groupe aîné, ce sera très intéressant de revenir sur ce que vous avez dit. Donc un lieu d'échange qui forme en fait après la revue. Et ensuite, l'autre thème très important pour moi aussi, c'est cette différence entre chrétienté et christianisme. Trop souvent, la chrétienté devient un petit peu une idéologie, peut-être cette forme identitaire où on doit défendre les formes dans lesquelles nous nous trouvons. Et donc, merci de nous avoir rappelé aussi cet événement qui donne le sens à toute la vie, qui est l'incarnation. Voilà. Je voulais juste pour terminer un remerciement de Christina de Genève sur Facebook qui dit que c'est une excellente présentation, qui donne envie d'en lire plus. Vraiment, merci pour ceux dans ce sens qui permet justement d'élargir son esprit. Et le site aussi, votre site est très agréable. On vous dit. Voilà. Alors, je me permets de donner encore une annonce de la prochaine rencontre que nous ferons, qui sera dans 2 semaines, jeudi soir, le 28 janvier. Nous allons retourner rencontrer l'association Tombée du Nid avec qui nous étions déjà rencontrés en mai 2020 pour essayer de comprendre un petit peu comment grandit leur réalité. Eux qui sont très dans cette association qui est née autour d'une famille qui a adopté des enfants handicapés alors qu'ils avaient leurs propres enfants et qui sont maintenant très impliqués dans la société et qui s'élargit. Donc nous allons les rencontrer pour comprendre ce qu'ils sont en train de faire actuellement. Anne, encore un tout grand merci vraiment d'avoir été avec nous et j'espère que ce n'est pas la dernière fois que nous nous retrouverons sur notre plateforme aînée. Merci à vous tous, merci beaucoup.